Le milieu aquatique reste un monde à découvrir dont la qualité est difficile à appréhender pour l'être humain. Comme en milieu terrestre, les animaux aquatiques ont des exigences en matière de qualité pour pouvoir assurer leur fonction vitale, leur reproduction et leur développement. L'objectif de cette séquence est de présenter la diversité des facteurs qui déterminent cette qualité et d'en décrire les plus spécifiques. La qualité de l'eau en aquaculture peut ainsi se définir selon 3 grands types de facteurs. Il s'agit tout d'abord des facteurs physiques avec la température, les matières en suspension ou MES et le pH. Il s'agit également de facteurs chimiques qui concernent les composés présents dans le milieu d'élevage comme les sels et les gaz dissous. On y place également des substances qui sont souvent le fruit d'activités agricoles, industrielles ou urbaines exercées en mer ou sur bassin versant. Ce sont par exemple les substances azotées, les pesticides, les hydrocarbures, les métaux lourds, les détergents et divers produits hormonaux ou pharmaceutiques peu traités par les stations d'épuration. Il s'agit enfin de facteurs biologiques qui correspondent surtout à des organismes vivants non visibles à l'œil nu, pouvant se révéler indispensables pour le développement de l'organisme aquacole ou au contraire nocifs pour l'animal en élevage ou le consommateur. Dans cette séquence, nous nous intéresserons plus particulièrement à plusieurs de ces facteurs considérés comme déterminants: la température, l'oxygène, l'ammoniac et certains agents pathogènes. Les espèces aquacoles, que ce soit les invertébrés ou les poissons, peuvent être considérés comme des ectothermes. À la différence des oiseaux ou des mammifères, ils ne régulent pas leur température. Leurs fonctions biologiques sont étroitement dépendantes des conditions thermiques du milieu. Chaque espèce a son propre préférendum thermique en matière de développement et de croissance. Ceci se traduit dans les optimums thermiques et des élevages piscicoles. On voit par exemple sur cette figure que ceux de la truite arc-en-ciel et le tilapia sont très distincts. On voit également ici que les stades larvaires ou juvéniles, en bleu, n'ont pas les mêmes exigences que les stades adultes, qui sont en jaune. Parmi les gaz dissous à prendre en considération dans la qualité de l'eau d'élevage figure en premier l'oxygène. Comme en milieu terrestre, c'est un élément essentiel à la vie et au bon développement des organismes. En milieu aquatique, la concentration en oxygène dépend pour une part de sa solubilité dans l'eau, elle-même dépendante de la température et de la salinité comme le montre cette figure. Ainsi, la quantité d'oxygène disponible dans l'eau pour la respiration des espèces aquacoles diminue lorsque la température et la salinité augmentent. De manière générale, l'apport d'oxygène se fait par échange à l'interface entre l'air et l'eau, et également par la photosynthèse chlorophyllienne selon cette figure. L'oxygène est consommé par la respiration des êtres vivants et la dégradation de la matière organique réalisée par les bactéries. En élevage de poissons, l'activité alimentaire et digestive est également consommatrice d'oxygène. Si les apports d'oxygène dissous sont insuffisants par rapport à la consommation, le milieu devient déficitaire ou hypoxique et potentiellement stressant pour les organismes en élevage. En élevage intensif, où les densités d'organismes sont fortes, la supplémentation est un recours systématique pour éviter tout risque de cet ordre. Elle est réalisée par différents dispositifs d'aération ou d'oxygénation. Les concentrations minimales en oxygène requises sont variables entre les différentes espèces de poissons. La truite arc-en-ciel et le turbo seront les plus exigeants, particulièrement au jeune stade. À l'opposé, la carpe et le tilapia le sont beaucoup moins. Cette figure montre également que les concentrations minimales requises sont plus élevées pour l'élevage larvaire que pour le grossissement au sein de la même espèce. Ces caractéristiques auront des implications sur le choix et le dimensionnement des systèmes d'élevage. Parmi les substances minérales azotées dont dépend la qualité de l'eau, l'ammoniac est considéré comme un élément important à prendre en compte dans la gestion des élevages. L'eau qui pénètre dans les systèmes peut être déjà chargée en ammoniac, notamment en raison d'activités humaines présentes en amont. Il se peut que cet apport puisse être excessif, comme le suggère le cas illustré sur cette coupure de journal. L'ammoniac provient également de la minéralisation de la matière organique et de l'excrétion des organismes élevés comme produit du métabolisme des protéines. Cela participe ainsi à l'autopollution de l'élevage. Dans l'eau, l'ammoniac se représente sous 2 formes en équilibre, l'ion ammonium d'un côté et l'ammoniac en tant que gaz de l'autre côté. Sa forme non ionisée est bien connue pour sa toxicité. La dissociation entre les 2 formes dépend à la fois du pH de l'eau et de la température comme le montre cette figure. Plus la température et le pH seront forts, plus l'équilibre se déplacera vers la forme non ionisée qui est toxique. Ce tableau présente à titre indicatif des valeurs de concentration létale pour les jeunes stades de différentes espèces aquacoles. Les crevettes paraissent ainsi aussi sensibles que les poissons. Chez ces derniers, c'est la truite arc-en-ciel qui l'est le plus. Selon le degré de recirculation de l'eau dans le système d'élevage, ce produit sera évacué ou devra être traité pour éviter des effets sur la vie des organismes en élevage. L'eau est un milieu favorable au développement d'une flore microbienne diversifiée avec laquelle l'espèce aquacole doit composer. Certaines espèces de bactéries ou de virus présents dans cette flore peuvent se révéler pathogènes selon leur concentration et la vulnérabilité de l'espèce aquacole. Ces agents pathogènes sont eux-mêmes très diversifiés. Cette figure présente un panel d'exemples de groupes bactériens des Aeromonas au Lactococcus dans lesquels se retrouvent des agents pathogènes aquacoles. Les agents pathogènes appartiennent également à de multiples familles de virus, des bi-RNA-viridés aux Nymaviridae. Les impacts de ces pathogènes peuvent être forts sur les élevages,
On le voit par exemple avec l'effet du virus responsable de la maladie des points blancs sur la chute de la production d'une espèce de crevette en Chine au début des années 90. On le voit également sur les mortalités massives d'huîtres creuses en France en fin des années 2000, et on le voit aujourd'hui avec le développement d'une lactococose sur des élevages de truites arc-en-ciel de l'ouest de la Bretagne. Des réglementations, des conduites de prévention et des dispositifs de traitement sont mis en place dans les différentes filières aquacoles pour gérer au mieux la qualité microbiologique. Cependant, plus le système aquacole sera ouvert, plus la menace microbiologique sera élevée. On aura compris dans les éléments présentés l'importance de la maîtrise de la qualité de l'eau pour la réussite de l'élevage. Cette qualité est également multifactorielle, mais aussi très dépendante d'un contexte environnemental qui pourrait être changeant, jouant ainsi sur la qualité de l'eau à l'échelle du jour, de la semaine, du mois ou de la saison. Ceci est particulièrement vrai pour les systèmes ouverts qu'on retrouve fréquemment en mer ouverte, sur le littoral ou en dérivation de rivières. L'aquaculture a un besoin de qualité d'eau optimale et stable. On a aujourd'hui plusieurs options. En eau douce, l'eau de source, de forage ou de tête de bassin versant sera recommandée. Néanmoins, les autres usages font que cette ressource sera limitée et aujourd'hui peu disponible. Une autre option est de s'écarter du littoral où la qualité de l'eau peut montrer périodiquement des altérations. Il s'agit de l'aquaculture offshore dont on voit des prototypes se développer en salmoniculture d'Europe du Nord, notamment comme parade à un crustacé parasite très présent sur le littoral. Le développement de champs d'éoliennes en mer constitue une perspective intéressante pour ce type d'aquaculture. Une autre option consiste à contrôler et maîtriser l'eau d'entrée du milieu d'élevage dans ses paramètres physiques, chimiques ou microbiologiques. C'est le cas des systèmes d'aquacoles en recirculation qui se développent aujourd'hui en eau douce et en eau salée. En résumé, la qualité de l'eau en aquaculture est multifactorielle. Certains facteurs, comme la température et les concentrations en oxygène et en ammoniac non ionisé, sont déterminants. Les espèces ne montrent pas les mêmes exigences vis-à-vis de ces facteurs. Ces exigences peuvent être différentes selon pour une même espèce entre juvéniles et adultes. La qualité microbiologique de l'eau est à prendre en considération dans la mesure où elle est susceptible d'héberger des agents microbiens pathogènes pour les organismes aquacoles. La maîtrise de la qualité de l'eau devient un enjeu primordial pour le futur de l'aquaculture. Ceci tend à être de plus en plus pris en compte à travers les innovations en matière de systèmes d'élevage.